Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Maître Clément Lucas, comme vous le savez, je suis du bureau de Grand Pois Joli Cœur, avocat associé du bureau. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le juge Luc P. de la Cour du Québec, qui nous fait le plaisir d'accepter cette invitation à vous parler de sa cour et plus particulièrement de la division des petites créances de la Cour du Québec. Alors, Luc a longtemps exercé comme avocat, incluant dans nos bureaux avant d'être nommé à la magistrature. Et c'est toujours un plaisir pour moi de croiser le juge Luc P. Dans divers événements, dont celui-ci. Et je voulais aussi, par cette formation, donner la chance d'expliquer une cour qui est très occupée en matière de copropriété, avec laquelle vous fonctionnez comme administrateur, gestionnaire et copropriétaire. Alors, le but de la formation est de donner l'occasion de présenter la cour si elle n'est pas connue, et puis de donner peut-être quelques bons conseils pour bien se préparer à éventuellement être entendu par un juge de cette cour. Alors voilà, merci. Merci, Maître Lucas. D'abord, j'aimerais dire que je suis très heureux de retrouver ces bureaux où j'ai pratiqué pendant plusieurs années, de retrouver des anciens collègues comme Maître Lucas. Je salue aussi son initiative de tenir cette conférence parce qu'elle est à l'avantage de tous. Elle est à l'avantage des personnes qui se présentent à la Cour devant la division des petites créances et elle est aussi à l'avantage des juges parce que d'avoir devant nous des gens bien préparés avec des dossiers bien montés, ça facilite beaucoup notre travail. Alors, peut-être une petite présentation de la division des petites créances. La division des petites créances est une division de la Chambre civile de la Cour du Québec. La Cour du Québec comporte trois chambres, criminelle et pénale, jeunesse et civile. Et la division des petites créances est une division donc, de la Chambre civile. Il y a déjà plusieurs décennies, le législateur québécois a mis en place un processus particulier pour le recouvrement des petites créances, un processus qui est plus simple et souple que le processus normal devant les tribunaux et qui était destiné donc à faciliter l'accès à la justice. C'est dans cet esprit qu'à la Cour, on essaie d'appliquer le processus. Une des caractéristiques principales de la division des petites créances, c'est que les gens ne peuvent pas être représentés par avocat. Donc, ils doivent se représenter eux-mêmes. Il y a une possibilité de demander au tribunal d'être représenté par un avocat dans les dossiers complexes, mais ce sont des cas extrêmement rares. Un qui est arrivé récemment, c'était justement en matière de copropriété. Une soixantaine de copropriétaires avaient intenté une procédure contre le promoteur en raison de vices cachés. Et ces 60 dossiers étaient en parallèle à un autre dossier intenté par le syndicat devant la Cour supérieure. Donc, les copropriétaires et le promoteur qui était poursuivi ont demandé d'être représentés par avocat et la Cour a considéré que le dossier était suffisamment complexe pour leur permettre d'être représentés par avocat. C'est quand même une exception et ce genre de demande doit aussi recevoir l'autorisation du juge en chef de la Cour. Les personnes, donc, ne peuvent pas être représentées par avocat. Ils peuvent cependant donner un mandat, pour ce qui est des personnes physiques, ils peuvent donner un mandat, soit à leur conjoint, à un ami ou à un parent, pour les représenter devant la division des petites créances. Une distinction importante qu'on doit faire, la personne qui va agir comme mandataire d'une partie ne peut pas évidemment témoigner à sa place. Elle ne peut éventuellement témoigner que sur des faits dont elle a une connaissance personnelle. Alors, le cas le plus fréquent en matière de copropriété, par exemple, c'est lorsque deux personnes sont copropriétaires d'une unité de copropriété et qu'elles agissent soit en demande, soit en défense dans une procédure. Alors, un des deux peut donner mandat à l'autre qui est au courant des faits de la représenter pour les fins des petites fêtes. Si je puis me permettre, et si maintenant on se place du côté du syndicat des copropriétaires, alors quelle serait la situation en particulier vis-à-vis des gestionnaires de copropriété? Oui. Alors, pour ce qui est des personnes morales, la loi établit une règle très stricte. Les personnes morales, comme un syndicat de copropriété, par exemple, ne peuvent être représentées que par un dirigeant ou que par un employé à leur emploi exclusif.
Donc, le gestionnaire de copropriété, à moins qu'il ne soit un employé à temps plein du syndicat, ne peut pas représenter le syndicat de copropriété dans des dossiers de petites créances. Ce qui ne l'empêche pas, évidemment, de préparer les procédures, de monter le dossier. Et pour ce qui est de la représentation à la Cour, pour ce qui est de la signature des procédures, tout ça doit être fait par un administrateur ou un employé exclusif. Mais par exemple, ça n'empêcherait pas de venir comme témoin, en qualité de témoin, si c'est le témoin le plus pertinent. Est-ce que ce Bien serait... sûr, c'est une distinction absolument importante. L'administrateur, par exemple, qui va représenter le syndicat, n'est peut-être pas la personne qui est au courant des faits. Son rôle, donc, à cette personne qui représente le syndicat va être d'être présent à la cour comme représentant officiel. Et si c'est le gestionnaire qui connaît les faits, si c'est le gestionnaire qui a été impliqué dans les événements, bien entendu, le gestionnaire pourra être appelé comme témoin pour témoigner. Et si je puis me permettre, est-ce qu'on a une idée du volume que représente la copropriété dans le volume global de la division? Est-ce qu'on a une idée de ça? Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas qu'il y ait des statistiques qui aient été établies. Je vous dirais que sur la base de l'expérience, on peut penser que certainement 15-20 des dossiers doivent être des dossiers de copropriété parce qu'on en a très, très régulièrement à la division des petites créances. Le fait que les parties ne peuvent pas être représentées par avocat ne les empêche évidemment pas de consulter un avocat à toutes les étapes du dossier, que ce soit avant d'intenter les procédures, pendant le déroulement du dossier ou avant de se présenter à la cour pour organiser la présentation, s'assurer que les témoins vont être là, etc. Donc, la consultation d'un avocat est toujours euh, permise. Autre élément aussi qui a été établi par le législateur pour aider, prêter assistance aux gens qui se représentent seuls devant la division des petites créances, c'est l'aide du greffe. Alors, la loi prévoit que le greffe de la Cour, c'est-à-dire les employés du gouvernement qui gèrent les dossiers au palais de justice, que le greffe, donc, doit prêter assistance aux personnes qui intentent des procédures à la division des petites créances. Donc, vous ne devez pas hésiter. Ce sont des gens qui connaissent bien la procédure, qui connaissent bien le genre de dossier, qui ont l'expérience des dossiers et ils sont là pour prêter assistance. Est-ce que j'ai raison de penser qu'une distinction, par contre, c'est que le greffier ne peut pas émettre d'opinion? Par exemple, ne peut pas dire au comptoir, écoutez, votre demande manifestement est prescrite, vous ne devriez pas la déposer. Vous avez tout à fait raison, Maître Lucas. Cette limitation est inscrite dans la loi. Donc, le greffe peut aider, assister, aider la personne à remplir des documents, indiquer à la personne comment déposer ses pièces, comment la procédure va se dérouler, mais elle ne peut pas donner d'opinion juridique pour savoir si la demande est bien ou mal fondée, pour savoir si on devrait impliquer telle ou telle personne. Ça relève de la décision de la personne qui s'adresse aux petites créances. Et c'est pour ça qu'elle peut consulter un avocat. Fait? Alors, si on passe maintenant à la compétence de la division des petites créances, euh, la division des petites créances a une compétence limitée de trois façons. Première façon, la première limitation de la compétence concerne le type de litige qui peut être déposé à la division des petites créances. Il y a certains litiges qui sont exclus par la loi, par exemple les dossiers de diffamation. Alors, c'est une situation qui se retrouve malheureusement souvent dans les copropriétés, des copropriétaires qui ne s'entendent pas, qui tiennent des mots malheureux, soit par courriel ou verbalement. Et s'il y a une réclamation en diffamation, elle ne peut pas être déposée à la division des petites créances. Il faut aller à la division régulière de la Cour du Québec. Deuxième limitation, c'est les personnes qui peuvent se prévaloir de la division des petites créances. Alors, les personnes physiques peuvent le faire. Les personnes morales, comme les compagnies, les associations, ne peuvent le faire que si elles ont un maximum de 10 employés au cours des 12 derniers mois. En principe, on peut penser que ça sera rarement le cas d'un syndicat. Donc, le syndicat qui a moins que 10 employés peut s'adresser à la division des petites créances.
La limitation la plus importante de la compétence des petites créances, c'est la limitation monétaire. Alors, le montant maximal que l'on peut réclamer dans une procédure à la division des petites créances, c'est 15 000 Ce montant a été augmenté au fil des ans. Au tout début, c'était environ 100 Il a été augmenté graduellement et il sera probablement aussi augmenté prochainement au fur et à mesure que le coût de la vie va augmenter. À propos de cette limitation monétaire, il faut mentionner deux éléments. Le premier, c'est que on peut réduire une réclamation qui est plus élevée, la réduire à 15 000 pour s'adresser à la division des petites créances. Par exemple, si le syndicat fait des travaux et qu'il veut poursuivre un copropriétaire en responsabilité, que les travaux ont coûté 26 000 ou 30 000 le syndicat, dans le fond, a un choix à faire, soit qu'il retient les services d'un avocat et qu'il s'adresse à la division régulière pour réclamer le plein montant, ou bien qu'il réduit sa réclamation à 15 000 pour pouvoir s'adresser à la division des petites créances sans avoir besoin de retenir les services d'un avocat. Aussi, il peut y avoir des situations où une procédure engagée en cour supérieure, par exemple, qui avait un volet d'injonction, qui faisait en sorte que la Cour supérieure était compétente, parce que l'injonction n'a plus d'objet, les travaux qu'on demandait d'exécuter ont été réalisés, l'engagement qu'on demandait de respecter a fini par l'être quand on a déposé la procédure, va par suite d'un amendement devenir de la compétence de la division des petites créances et le dossier sera alors transféré éventuellement à la division. Tout à fait. C'est le même résultat qui arrive aussi si, pour différentes circonstances, une réclamation qui était plus élevée que 15 000 suite à une modification des procédures, tombe sous la barre des 15 000 à ce moment-là, le dossier sera effectivement transféré à la division des petites créances. Maintenant, attention, certaines personnes pourraient dire, ben, ma réclamation est de 26 000 je vais déposer deux procédures, chacune de 13 000 donc je vais pouvoir réclamer le plein montant. Malheureusement, le législateur n'a pas permis un tel procédé, donc on ne peut pas diviser une créance en deux ou trois ou plusieurs litiges pour pouvoir réclamer le plein montant. Il faut vraiment faire une réduction de la créance à 15 000 Sur ce point-là, par exemple, une illustration qu'on peut trouver en jurisprudence, c'était le cas de quelqu'un qui poursuivait son vendeur sous le chef de garantie de droit de propriété et sous le chef de garantie des vices cachés, et qui avait imaginé poursuivre d'un côté sous un chapeau et de l'autre sous un autre chapeau pour avoir une somme globale qui dépassait le montant. Il s'est fait dire par la Cour de Québec, division des créances, vous divisez votre créance, pas parce que vous utilisez un autre fondement que vous êtes pour autant, vous respectez pour autant l'interdiction de division. Alors ça peut être une illustration, je pense, de ce dont on parle. Alors, cette limitation monétaire a aussi d'autres conséquences, c'est-à-dire que devant la division des petites créances, on ne peut pas demander d'annulation de résolution qui aurait été adoptée, par exemple, par un conseil d'administration ou par l'Assemblée des copropriétaires. On ne peut pas non plus faire une demande de jugement déclaratoire, par exemple, déclarer que telle partie de l'immeuble est une partie commune ou une partie privative. On ne peut pas non plus demander des ordonnances pour forcer un copropriétaire à faire certaines choses, ou pour forcer le syndicat de copropriété à faire certaines choses. S'il y a ce type de demande, il faut alors euh, absolument aller devant un autre tribunal, vraisemblablement la Cour supérieure et non pas la Cour du Québec. Une dernière exception aussi à la compétence de la Cour du Québec division des petites créances, c'est lorsqu'il existe une clause d'arbitrage. Alors, il est très fréquent que l'on trouve dans les contrats et aussi dans les déclarations de copropriété des clauses d'arbitrage. Donc, lorsque les parties se sont engagées à soumettre leur litige à l'arbitrage, si l'une des parties s'adresse plutôt à la division des petites créances, la Cour peut refuser d'entendre sa cause et renvoyer les parties à l'arbitrage. Je sais aussi que dans plusieurs déclarations de copropriété, il existe une exception spécifiquement mentionnée pour indiquer que tous les litiges relevant de la division des petites créances échappent à la clause d'arbitrage. Donc, si tel est le cas, la Cour demeure compétente.
Alors, cette question de compétence, elle est importante parce que lorsque une partie dépose une demande à la division des petites créances, il y a une analyse préliminaire qui est faite par le greffe quant à l'admissibilité de la réclamation. Alors, le greffe va se prononcer pour savoir si la demande est admissible ou non. Alors, il peut y avoir deux résultats. Soit que le greffe considère que la réclamation est admissible, auquel cas il va ouvrir le dossier et procéder tel que prévu par la loi. Le greffe peut aussi déterminer que la réclamation n'est pas admissible. À ce moment-là, la personne qui dépose la réclamation va en être informée et elle dispose d'un droit de demander la révision de cette décision auprès d'un juge. Donc, lorsqu'il y a une demande de révision, le dossier est transféré en juge qui va prendre la décision à la place du greffe sur la question de l'admissibilité. Très important, cette demande de révision doit être faite dans un délai de 15 jours, sinon elle est non effective. Peut-être un point, on a beaucoup parlé des syndicats de copropriété, donc nécessairement de la copropriété divise, mais en copropriété, il y a également la copropriété indivise, où il n'y a pas nécessairement de personne morale qui est constituée par la publication de la convention d'indivision. Est-ce que un groupement, l'immeuble Intel, qui n'est pas une personne morale, peut instituer une action, par exemple, pour recouvrer des charges euh, communes, sans nécessairement avoir la personnalité juridique comme telle. Il faudrait voir comment l'indivision est organisée exactement. A priori, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher de faire ça, mais il faudrait vraiment voir comment l'organisation est faite pour s'assurer que l'entité ou le groupement qui veut prendre action a l'intérêt juridique, a la capacité juridique de s'adresser à la division des petites créances. Pour ma part, les dossiers que j'avais eus en division régulière avaient été institués au nom du gérant représentant la copropriété indivise. Alors, c'est comme ça qu'on avait fonctionné, mais la question se pose. Il y a une question à se poser au départ si vous êtes dans une copropriété indivise. Alors, on peut maintenant peut-être passer au dépôt de la demande. Oui, Oui. Alors, comment se fait une demande à la division des petites créances? Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire par écrit ou en ligne. Donc, sur le site du ministère de la Justice du gouvernement du Québec, vous avez la possibilité de remplir un formulaire et de le transmettre en ligne pour déposer votre demande. Vous pouvez aussi, comme pour toute autre procédure judiciaire, vous présenter au greffe de la Cour pour soit remplir un formulaire, parce qu'il existe des formulaires déjà, des formulaires préparés pour la réclamation. Vous pouvez aussi déposer une procédure comme on fait pour les autres réclamations devant la division régulière de la Cour. Vous pouvez utiliser un formulaire et joindre une annexe. Donc, il y a beaucoup de souplesse quant à la façon de déposer votre demande. est-ce que ce formulaire, ou en ligne ou en personne, peut être préparé par un avocat? En principe, la loi n'interdit pas qu'il soit préparé par un avocat. L'important, c'est qu'il soit signé par une personne qui peut s'adresser à la division des petites créances. Alors, l'important pour ce qui est du dépôt de la demande, c'est le contenu de la demande. Et là-dessus, euh, ce sont les personnes qui s'adressent à la Cour qui déterminent le contenu. Et le contenu est très important parce que, dans le fond, c'est la narration des faits et des raisons pour lesquelles vous vous adressez au tribunal. Donc, c'est important pour que le défendeur ou les défendeurs comprennent ce que vous leur réclamez et pourquoi. Et c'est surtout aussi très important pour que le juge comprenne bien votre réclamation. Il arrive parfois qu'on lit des demandes qui sont déposées et qui, de toute évidence, sont rédigées par des personnes qui comprennent très bien ce qu'elles écrivent et qui l'écrivent d'une telle façon qu'on ne comprend pas le sens de leur réclamation. Donc, mon conseil là-dessus serait de faire en sorte de présenter les faits de façon aussi claire et ordonnée que possible. Ça va faciliter le travail de tout le monde. Si je peux me permettre là-dessus, souvent, la méthode la plus simple, c'est d'y aller avec la chronologie. Alors, souvent, les gens partent de la fin parce que c'est la fin qu'ils vivent. Donc, ils commencent
pas ce qu'ils vivent présentement, mais sans nécessairement débuter leur récit chronologiquement. Alors ça, on se trompe pas, on évite les doublons, et c'est important aussi les dates, parce que un des points qu'il faut aussi savoir, c'est que vous avez de manière générale 3 ans pour exercer un droit, c'est ce qu'on appelle le délai de prescription. Alors, vous verrez souvent dans le formulaire une mention spécifique à cet égard quand vous allez en ligne qui vous est demandé précisément parce que c'est pour vérifier ce calcul. Alors, ça ne veut pas dire que parce que ça fait 5 ans que ça s'est passé ou que ça a débuté, vous n'avez pas de droit, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des interruptions de prescription, mais la chronologie va permettre justement de voir tout ce qui s'est déroulé, de permettre de voir si assez rapidement il y a ou non un droit encore existant, en plus de clarifier vos idées et puis les rendre claires pour le lecteur, le juge. Le juge. Et ce que vous venez de dire, Maître Lucas, sur la chronologie des événements est aussi important pour ce qui est des montants que vous réclamez. Autant que possible, ça facilite beaucoup le travail du tribunal et de la partie adverse que vous donniez le détail des montants que vous réclamez plutôt qu'un montant global et que vous attendiez au moment du procès pour indiquer de quoi est composé le montant que vous réclamez. Donc, autant que possible, vous devez essayer de rendre votre procédure aussi claire que vous le pouvez. Un autre élément important du contenu de votre demande, c'est les conclusions que vous demandez, bien entendu, et aussi les coordonnées, vos coordonnées à vous et les coordonnées de la personne que vous poursuivez. Parce que, comme on va le voir un petit peu plus loin, c'est le greffe qui se charge de transmettre les documents aux autres parties. Donc, si vous ne donnez pas des coordonnées exactes pour la partie adverse, ça va retarder le dossier. Ça ne permettra peut-être même pas de transmettre le document à la partie adverse. Donc, ça va entraîner des retards dans le dossier. Vous devez savoir aussi que dans le cadre d'une procédure aux petites créances, vous allez devoir signer une déclaration sous serment pour attester de la véracité des faits qui sont mentionnés dans votre demande. Vous allez devoir aussi vous positionner par rapport à une éventuelle médiation. La médiation est un mécanisme pour régler les litiges qui a beaucoup de succès depuis quelques années au Québec. Et le législateur met une emphase particulière sur la médiation dans les dossiers de petites créances. Donc, que vous soyez en demande ou que vous soyez en défense, les formulaires que vous remplissez vont vous demander de préciser si vous acceptez de participer à une médiation ou si vous refusez de participer à une médiation. Et là-dessus, je veux contrecarrer une idée parfois reçue que cocher la case comme demandeur qu'on a de l'ouverture à la médiation ne signifie pas pour aucun décideur que on ne croit pas à sa réclamation. C'est simplement une ouverture à discuter. Ouverture à discuter qui va appeler l'autre partie à devoir faire la même réflexion. Et si, en bout de ligne, les deux arrivent à la même volonté, ben, effectivement, il va y avoir une médiation qui va se dérouler. Mais souvent, on a cette fausse idée, bon, on veut déposer notre action, on veut montrer qu'on est solide, donc on va refuser d'emblée cette possibilité. Ça n'empêche pas que ça peut quand même arriver. J'ai déjà fait, moi j'agis comme médiateur à la division des petites créances, donc j'ai déjà eu quelques dossiers où c'était pas la volonté de départ et finalement c'est arrivé. Puis aussi, on doit signaler que dans certains districts, il y a pour les plus petites créances, donc je pense que c'est 5 5 000. 000 et 5 000. 5 000, un mécanisme de médiation obligatoire. Donc, le législateur a commencé à mettre en place progressivement le système. Alors voilà. Effectivement, je voulais le souligner, Maître Lucas. La loi prévoit une médiation obligatoire pour les dossiers de 5 000 et moins dans certains districts judiciaires. Il y en a peut-être une dizaine jusqu'à maintenant. Ça n'est pas rendu encore à Montréal, peut-être parce que le volume de dossiers est très, très important à Montréal. Mais dans d'autres districts à l'extérieur de Montréal, la médiation est obligatoire dans les dossiers de moins de 5 000 et l'arbitrage va aussi être proposé aux parties pour résoudre ces dossiers de moins de 5 000 À Montréal, une certaine pratique existe au greffe
qui n'a pas qui n'est pas prévu par la loi, que pour ce qui est des réclamations qui sont faites par un syndicat de copropriété à la division des petites créances, il est nécessaire de joindre une résolution du conseil d'administration du syndicat qui va autoriser la personne qui signe la réclamation à la déposer à la Cour. Alors, cette exigence n'est pas prévue par la loi, mais je voulais quand même vous en informer parce qu'il est possible que le greffe vous demande de fournir cette résolution. Vous devez aussi savoir que lorsque vous déposez une réclamation à la division des petites créances, vous devez payer des frais, des droits de greffe au gouvernement. Alors, ce sont des frais qui vont de 118 à 237 pour une personne physique et de 187 à 374 pour une personne morale. Et c'est divisé en trois catégories, moins de 5 000, 5 000 à 10 000, 10 000 à 15 000. Donc, il faut que vous soyez informé que les droits sont exigibles. Si les droits ne sont pas payés, la loi interdit au greffe de recevoir la procédure. Maintenant, lorsque vous déposez une demande, la loi prévoit aussi que dans un délai de 10 jours, vous devez déposer les pièces que vous avez l'intention d'utiliser au moment du procès. C'est un élément extrêmement important de votre demande. Vous devez vous poser la question, quels sont les documents dont je vais avoir besoin devant le juge pour démontrer au tribunal que j'ai raison de faire la réclamation que je fais ou que j'ai raison de contester la réclamation qui est faite contre moi. Donc, vous devez vous poser cette question, quels sont les documents dont j'ai besoin? En matière de copropriété, bien entendu, un document principal est la déclaration de copropriété. Est-ce qu'il est nécessaire de déposer dans tous les dossiers? Peut-être pas. Tout dépend de la nature de votre réclamation. Mais si votre réclamation concerne, euh, euh, par exemple, une réclamation de pénalité pour non-paiement des charges communes, il faut que le tribunal puisse vérifier lui-même qu'il existe une clause dans votre déclaration de copropriété qui permet au syndicat de réclamer des pénalités. Quand on parle de déclaration de copropriété, il faut aussi penser que ce n'est pas uniquement l'acte notarié. La déclaration de propriété est d'origine, c'est le document qui constitue le syndicat, mais il peut y avoir des modifications notariées ou non, par exemple des règlements d'immeubles adoptés en cours d'exercice pour adopter de nouvelles règles. Ces règlements-là aussi devront d'être joints. C'est vraiment important de faire ce travail et dans votre présentation, autant que possible, de référer à la pièce qui soutient l'allégation que vous avez. C'est normalement comme ça qu'une procédure de cour est montée. On allègue quelque chose et tel qu'il a pair de telle pièce. Peut-être pas besoin de reprendre cette formule, mais je pense que c'est beaucoup plus efficace, facilitant pour un juge si vous êtes en mesure de mettre entre parenthèses, par exemple, le document qui soutient ce que vous venez de dire, s'il est pertinent. Et dans la même lignée, il est aussi très apprécié de la part du tribunal, dans des documents qui sont volumineux, que vous preniez le soin de marquer en jaune les passages pertinents ou de les souligner en marge. Ça permet évidemment au tribunal de retrouver plus facilement et plus rapidement les informations pertinentes. La déclaration de copropriété peut aussi être utile si le tribunal doit déterminer, par exemple, est-ce qu'on parle d'une partie commune ou d'une partie privative de l'immeuble. Donc, si le tribunal n'a pas la déclaration de copropriété, on va être obligé de s'en remettre aux présomptions qui sont déterminées par le Code civil quant aux parties communes et aux parties privatives. Vous pouvez aussi déposer comme pièce d'autres documents. Certains peuvent être problématiques pour le tribunal. Je mentionne particulièrement les courriels et les textos. Euh, depuis, euh, depuis que ce mode de communication est arrivé, euh, les dossiers ont beaucoup augmenté. Les parties déposent des dizaines de courriels et parfois des dizaines de chaînes de courriels. Et là, le tribunal est pris à se retrouver dans les courriels. Donc, autant que possible, pour faciliter le travail de tout le monde, faites une sélection ou indiquez en jaune les passages pertinents et ne déposez surtout pas 200 pages de courriel en vous disant
le juge les regardera et puis il pourra trouver ce dont il a besoin. Euh, Élément aussi, si vous choisissez de déposer des documents que vous allez trouver sur Internet, ces documents-là n'ont peut-être pas la valeur que vous leur attribuez parce qu'elles ne constituent pas une preuve appropriée de certains faits. Certains documents publics peuvent être aussi déposés, comme un extrait du registre des entreprises, notamment pour démontrer que le syndicat est bien immatriculé. Vous pouvez aussi déposer des factures quand vous avez une réclamation monétaire. Souvent, les parties déposent uniquement les factures sans déposer les preuves de paiement. Donc, ça peut créer certains problèmes quand on arrive à procès. Donc, pensez quand vous déposez une facture à déposer aussi la preuve de paiement. On peut peut-être aussi mentionner, par exemple, pour beaucoup de dossiers qui occupent, je pense, la division en matière de copropriété à des sinistres, une réclamation en matière de sinistre, vous aurez peut-être besoin de déposer des preuves d'experts. On va peut-être y venir sur la question des témoins, mais lorsque viendra le temps de d'émettre une opinion, retenez ça, il y aura besoin d'un témoin dit expert qui va être déclaré comme tel par le tribunal. Ça n'a pas besoin d'avoir 150 pages, mais quand il s'agit de déterminer quelle est l'origine du sinistre, effectivement, on va tomber probablement dans l'opinion et donc on va peut-être avoir besoin d'un document. On voit souvent, par exemple, en matière de sinistre, des feuilles griffonnées de plombier, par exemple. Alors, c'est, disons, souvent difficile à lire. C'est souvent difficile d'avoir ces personnes pour venir témoigner. Alors, il y a peut-être une réflexion à avoir sur ai-je besoin d'un expert comme tel pour émettre une opinion ou est-ce que ce feuillet de plombier est suffisant? Alors ça fait partie de votre réflexion pour déposer les pièces et aussi prévoir les témoins que vous allez lister. C'est une observation tout à fait pertinente, effectivement. Dans beaucoup de dossiers, l'expertise peut être nécessaire et quand elle n'a pas été fournie au tribunal, le tribunal va rejeter la réclamation si une expertise était nécessaire. Et la distinction est importante. Un témoin ordinaire témoigne sur des faits qu'il a constatés lui-même, des faits dont il a connaissance. Un expert donne une opinion sur une situation. Il donne une opinion sur la base des connaissances techniques qu'il a dans son domaine. Par exemple, quelle est la source d'une infiltration d'eau? Un témoin ordinaire peut dire j'ai vu de l'eau couler à partir du mur ou de la douche. Et c'est l'expert qui va pouvoir nous dire est-ce que c'est la rupture d'un tuyau? Est-ce que c'est le mauvais entretien de la composante? Donc, quand il s'agit de donner une opinion, vous avez besoin d'une expertise. Et si vous n'en avez pas, ça peut entraîner le rejet de la réclamation. Vous pouvez aussi avoir besoin de déposer les titres de propriété parce que souvent, si le syndicat poursuit un copropriétaire, le tribunal ne peut pas savoir si la personne qui est poursuivie est bien propriétaire de l'unité ou si même elle est la seule personne propriétaire de l'unité. Donc, les titres de propriété peuvent être utiles aussi. Et là-dessus, je veux préciser qu'il existe un registre au Québec qui est le registre foncier, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est accessible à tous. Évidemment, les avocats, les notaires, on est très familier avec ça, mais pour 1 $, vous pouvez avoir la déclaration de copropriété publiée, l'acte de propriété, le titre comme tel. Alors, réalistiquement, vous pouvez prendre ces pièces et les fournir dans votre dossier si vous ne l'avez pas déjà dans vos dossiers de syndicat pour un coût, somme toute, relativement modeste. Le site du registre foncier n'est pas le plus, comment dire, facile d'accès, mais on peut quand même s'y retrouver comme tel, ou sinon, bah, demander l'assistance de quelqu'un de plus qualifié. Voilà. La loi prévoit que les pièces au soutien de la réclamation doivent être déposées dans les 10 jours du dépôt de la réclamation. Ce n'est pas un délai absolument de rigueur, un délai absolument obligatoire. Maintenant, il y a des conséquences à ne pas déposer les pièces dans le délai. Ça peut retarder l'avancement du dossier. Et surtout, n'attendez pas au moment du procès pour déposer vos pièces, parce qu'inévitablement, votre adversaire va pouvoir dire qu'il est pris par surprise et ça va entraîner une remise du procès à une autre date.
Une fois que la demande est déposée, c'est le greffe de la Cour qui se charge de la transmettre au défendeur avec la liste des pièces qui sont alléguées dans votre réclamation. Et là, on passe à une autre étape du processus, c'est-à-dire le déroulement du dossier pendant l'instance. Alors, si vous êtes un défendeur et que vous recevez une réclamation à la division des petites créances, il est bien important pour vous de noter le délai suivant. La loi exige que dans un délai de 20 jours, vous devez prendre position par rapport à la réclamation qui est formée contre vous. Donc, dans ce délai de 20 jours, par exemple, si c'est le syndicat de copropriété qui est poursuivi, devient une espèce d'urgence parce qu'il faut que le conseil d'administration se prononce pour savoir qu'est-ce qu'il va faire avec cette réclamation dont il est l'objet. Donc, le défendeur, dans ce délai de 20 jours, doit prendre une position au dossier. Est-ce qu'il va choisir de payer les montants qui lui sont réclamés? Est-ce qu'il va choisir de contester la réclamation? Est-ce qu'il va choisir de demander que le dossier soit transféré à un arbitre, par exemple, s'il y a une clause d'arbitrage, à la Cour supérieure si la Cour du Québec, division des petites créances, n'a pas compétence, au tribunal administratif du logement s'il s'agit d'un litige qui relève du tribunal administratif du logement. Le défendeur aura aussi à prendre la décision de savoir est-ce qu'il va demander l'intervention d'une autre partie au dossier. Par exemple, s'il est propriétaire, qu'il est poursuivi pour un vice caché dans son unité, est-ce que lui-même va décider de poursuivre la personne de qui il a acheté sa fraction de copropriété? Ou un autre exemple en matière de sinistre pourrait être par exemple un copropriétaire qui poursuit son syndicat pour les coûts qu'il a encourus à la suite d'un sinistre pour réparer. Le syndicat pourrait, parce que la preuve est à cet effet-là, décider de faire intervenir le constructeur d'origine, parce qu'il se trouve que l'origine de tout cela est une mauvaise construction, donc on pourrait faire une intervention donc avoir un troisième intervenant dans le dossier. Il est possible aussi pour le défendeur de faire lui-même une réclamation contre la personne qu'il poursuit. On appelle ça une demande reconventionnelle. Donc, le défendeur doit prendre cette décision. Il doit aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, se positionner par rapport à l'existence d'une médiation dans le dossier. Donc, il devra indiquer au tribunal s'il est prêt à la médiation ou s'il n'est pas prêt à la médiation. Lorsque le défendeur reçoit la réclamation avec la liste de pièces, il est évidemment recommandé pour lui de s'adresser au greffe pour obtenir une copie des pièces qui sont invoquées par son adversaire, de façon à lui permettre d'avoir une vue complète de la réclamation et de prendre une décision en toute connaissance de cause. Ça, je pense que c'est un conseil important. Gardez à l'esprit que vous ne recevrez donc pas automatiquement les pièces, même si vous recevez la procédure comme telle. Demandez en copie, allez en chercher copie, mais surtout, préparez-vous des cahiers. N'importe quel avocat, quand il se présente à la cour, a toujours sa procédure, ses pièces, la procédure de l'autre, les pièces de l'autre, dans des petits cahiers boudinés avec des onglets. C'est aussi simple que ça, mais quand on est rendu à l'audience, et on va en parler avec le stress, avec toutes sortes d'événements qui peuvent survenir, si vous n'avez pas juste ce petit kit de base, ça pourrait complexifier inutilement le déroulement de l'audition. Donc, montez-vous des cahiers de pièces et de procédures. C'est aussi simple que ça pour savoir de quoi on parle et être en mesure de rétroagir facilement. Je vous parlais tout à l'heure d'un délai de 20 jours, qui est un délai important. Pourquoi c'est un délai important? Parce que à l'expiration du délai de 20 jours, si le défendeur n'a pas fait connaître sa position au dossier, le greffe va considérer donc que le défendeur se désintéresse du dossier et le dossier va être acheminé à un juge pour être entendu sans la présence du défendeur. Donc, un jugement pourra être rendu contre le défendeur sans qu'il ait eu l'occasion de faire valoir ses moyens. C'est pour ça qu'il est vraiment important de respecter ce délai. Si le défendeur choisit de contester, il doit lui aussi déposer ses pièces dans un délai de 10 jours. Il doit lui aussi payer des frais, des mêmes montants que j'ai mentionnés tout à l'heure. Comme pour le demandeur,
c'est le greffe qui va se charger de transmettre au demandeur la contestation du défendeur avec la liste de pièces. Donc, le même processus va s'enclencher. Si vous êtes le demandeur et que vous recevez une contestation, assurez-vous de récupérer les pièces pour avoir une bonne idée des enjeux du dossier. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le défendeur peut choisir de faire une demande reconventionnelle, donc de faire lui-même une réclamation contre la personne qui le poursuit. Cette réclamation-là est assujettie aux mêmes limitations, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être de plus de 15 000 elle ne peut pas être une réclamation pour une diffamation, et elle doit aussi présenter une certaine connexité avec la demande principale. On ne peut pas, par une demande en conventionnel, faire une réclamation qui n'a strictement aucun lien avec le litige pour lequel on est poursuivi. Prenons le cas de figure de quelqu'un qui poursuit pour un montant de 12 500 $. Le défendeur décide de contester et de faire une demande reconventionnelle de 50 000 $, qui a un lien de connexité, mais c'est la somme à laquelle il évalue ses dommages. Qu'est-ce que ça entraînerait, monsieur le juge, pour la suite du dossier? Alors, si la demande conventionnelle est d'un montant de 50 000 le greffe va la considérer inadmissible, donc n'acceptera pas de la recevoir. Si la personne qui veut faire une réclamation de 50 000 est convaincue qu'elle ne peut pas réduire sa réclamation à 15 000 elle doit alors ouvrir un autre dossier judiciaire devant la division régulière, ce qui va entraîner évidemment deux dossiers judiciaires pour, dans le fond, le même litige. Ce qui arrive généralement dans ce genre de situation, c'est que le dossier devant la division des petites créances est suspendu en attendant que l'autre dossier procède, ou tout simplement les parties décident de faire le procès devant la division régulière plutôt que devant la division des petites créances. En fait. Comme je vous le mentionnais aussi tout à l'heure, la personne qui est poursuivie peut demander l'intervention d'un tiers, soit pour exercer une action en garantie. Et il est important ici de prendre note d'une distinction. Si vous avez besoin d'un témoin au procès, ne procédez pas par une intervention. Autrement dit, la personne n'a pas besoin d'être une partie aux procédures. Elle a tout simplement besoin d'être un témoin, donc de recevoir une citation à comparaître pour s'assurer de sa présence au tribunal. Et vous verrez à cet égard dans les formulaires qui sont fournis, disponibles en ligne ou au comptoir, que non seulement vous énoncez vos allégués, vous énoncez vos pièces, mais aussi vous énoncez vos témoins. Alors c'est dans cette rubrique que vous listez d'avance les personnes dont vous avez besoin pour faire votre preuve. Euh, et par la suite, sur la base de cette liste, si je ne fais pas d'erreur, c'est le greffe qui va s'occuper de convoquer les témoins, ce qui ne vous empêche pas de faire le travail aussi pour vous assurer de leur présence. Alors, effectivement, vous avez raison, Maître Lucas. Les parties doivent informer le greffe du nom des témoins qu'elles ont l'intention de faire entendre. C'est le témoin qui va c'est le greffe qui va se charger d'envoyer une citation à comparaître aux témoins, contrairement à ce qui se passe dans un dossier régulier où c'est l'avocat qui envoie une citation à comparaître. Là, c'est le greffe qui va se charger de le faire. Ce qui veut dire que vous devez vous assurer de donner au greffe les coordonnées exactes de votre témoin, parce que le greffe ne pourra pas les retracer autrement et la citation à comparaître va retenir sans être parvenu au témoin. Donc, assurez-vous toujours de donner des bonnes coordonnées. Que se passe-t-il, question piège peut-être, mais que se passe-t-il, parce que je crois que les citations sont délivrées par Post Canada. Alors, que se passe-t-il lorsque, comme ça s'annonce encore, on a une grève de Post Canada et une audition est prévue dans 30 jours? Alors, ce qui a été fait par le greffe lors de la dernière grève de Poste au Canada, c'est que les documents étaient envoyés par courriel, par adresse courriel. Encore faut-il évidemment que les parties fournissent au greffe les adresses courriel des personnes concernées. Donc, ce serait une bonne idée dans les coordonnées de non seulement fournir l'adresse postale, mais aussi l'adresse courriel par précaution. Tout à fait. Et vous pouvez faire aussi la même chose pour vous-même. Si vous préférez recevoir les documents par courriel, vous pouvez faire aussi la même chose. Alors, avant qu'on arrive à l'étape du procès, pendant le déroulement du dossier, vous pouvez évidemment modifier vos procédures.
parce qu'il peut arriver des événements nouveaux qui n'existaient pas au moment où vous avez déposé vos procédures. Donc, vous pouvez modifier vos procédures. Et le même processus que j'ai expliqué précédemment va être suivi. Donc, votre procédure va être envoyée à la partie adverse euh, qui pourra y répondre. Vous pouvez aussi soulever des moyens préliminaires. Par exemple, vous pouvez demander le rejet de la réclamation parce que vous considérez qu'elle est prescrite. À ce moment-là, lorsqu'il y a des demandes comme ça en cours d'instance qui sont faites, la loi prévoit qu'elles sont entendues sur le vu du dossier. Votre demande va être acheminée à un juge qui va l'examiner dans son bureau et qui va déterminer est-ce que j'ai toutes les informations pour pouvoir en décider dans mon bureau ou si c'est préférable que les parties soient convoquées à une audition qu'on appelle en cours de pratique pour débattre justement de la demande, par exemple une demande de prescription. Lorsque une demande incidente est faite comme ça, le greffe la transmet à l'autre partie et la loi prévoit que l'autre partie a un délai de 10 jours pour présenter ses observations. Si vous ne répondez pas dans un délai de 10 jours, le tribunal est susceptible de se prononcer sans avoir entendu ce que vous avez à dire. Il est possible aussi que, en recevant cette demande, le juge considère que le dossier, à cause de sa complexité ou pour d'autres raisons, qu'il serait approprié de convoquer les parties pour faire la gestion du dossier. Euh, et donc, vous pouvez être convoqué aussi pour une conférence de gestion. Alors, une fois que le dossier est complet, donc quand la demande, la contestation, les pièces sont déposées, la prochaine étape, c'est le greffe qui l'accomplit. Donc, le greffe va se charger de convoquer les parties à l'audience. Avant que ce soit fait, la pratique qui s'est développée à Montréal, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres districts, mais à Montréal, le dossier est analysé par un juge pour déterminer, pour essayer d'évaluer la durée de l'audition. Alors, le juge, évidemment, va procéder à son analyse sur la base de ce que le dossier contient, de sorte que si vous n'avez pas déposé toutes les pièces que vous avez l'intention de déposer, c'est possible que le juge estime la durée à une durée inférieure à ce que ça va prendre réellement. Alors, si le procès est plus long que ce qui avait été anticipé, c'est possible qu'il ne puisse pas être tenu toute la même journée et donc que ça entraîne une première partie une journée et une deuxième partie un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois plus tard. C'est pourquoi c'est important que tous les documents dont vous avez l'intention d'utiliser soient déposés au dossier de la Cour. Est-ce que la date d'audience est fixée? Est-ce que les parties ont leur mot à dire sur la date retenue? En principe, la loi prévoit que le greffe doit essayer de fixer la date en fonction des disponibilités des parties. On voit souvent dans les dossiers des annotations du greffe qui indiquent telle partie n'est pas disponible de telle date à telle date parce qu'elle est à l'extérieur du pays. Donc, vous aurez sans doute cette information qui vous sera demandée par le greffe. L'avis de convocation qui vous est envoyé par le greffe va évidemment être envoyé à l'adresse que vous allez avoir donnée au greffe dans votre procédure. Et ça peut présenter un enjeu particulier pour les syndicats de copropriété. Pourquoi? Parce que si l'administrateur qui a déposé la réclamation n'est plus administrateur au moment où la convocation a lieu, c'est lui qui va recevoir l'avis de convocation. Peut-être qu'il n'est plus administrateur, peut-être qu'il n'est même plus copropriétaire. Donc, il est important, lorsqu'il y a des changements au sein du conseil d'administration par rapport à la personne qui a déposé les procédures, il est important d'informer le greffe que les coordonnées ont changé pour que les avis, les documents soient envoyés à la bonne adresse. C'est la même règle qui s'impose aussi si vous avez donné l'adresse du gestionnaire pour recevoir tous les documents. Si le syndicat change de gestionnaire entre-temps, ben, il est important d'informer le greffe que les coordonnées ont changé parce que sinon, vous ne serez pas convoqué et ça va entraîner évidemment des problèmes. Alors, pour ceux qui auraient plus la mémoire du dossier, peut-être une bonne chose pourrait être d'indiquer une adresse courriel générale qui suit le syndicat plutôt que les personnes, de façon à ce que ça soit reçu par la bonne personne au bon moment, quelle qu'elle soit.
Alors, quels sont les délais dans lesquels vous pouvez vous attendre à une convocation? Ça varie d'un district judiciaire à l'autre. Les délais ont été très longs à une certaine époque. À Montréal, c'était le cas, entre autres, parce qu'on avait plusieurs postes de juges qui étaient vacants. On avait aussi des juges qui occupaient des fonctions administratives. Donc, on a pris dans le district de Montréal différentes mesures qui ont permis de réduire sensiblement les délais. On peut penser actuellement qu'un délai de 1 an et demi environ, 1 an et demi, 2 ans pour avoir une date d'audition. Rien ne vous empêche évidemment de faire une vérification au primitif ou d'appeler au greffe à intervalles réguliers pour voir quand vous pourrez être convoqué à une audition. Alors, la prochaine étape, c'est la préparation de l'audition. Donc, vous êtes convoqué entre 3 mois et 6 semaines avant la date de procès. Alors là, commence un décompte dans lequel vous devez préparer votre dossier. Qu'est-ce que ça veut dire préparer le dossier? Ben, ça veut dire d'abord s'assurer que votre dossier est complet. Il peut y avoir eu des développements, comme je le mentionnais tout à l'heure, depuis le moment où vous avez déposé la réclamation ou la contestation. Si vous avez besoin de mettre à jour vos procédures, si vous avez besoin d'ajouter des pièces au dossier, c'est le moment de le faire. La loi prévoit que vous devez le faire au moins 30 jours avant la date de procès. Parce que si vous arrivez euh, au procès avec des nouvelles pièces ou si vous les déposez 5 jours ou 10 jours avant le procès, le juge, d'une part, ne sera pas tenu de les recevoir, donc il pourrait refuser les documents que vous voulez ajouter, ou bien s'il les accepte, la partie adverse pourrait considérer qu'elle est prise par surprise parce qu'elle n'a pas eu un délai suffisant pour se préparer et ça fait en sorte que d'entraîner une remise du procès. Typiquement, un recouvrement en charge commune, par exemple, vous avez engagé le procès, la demande il y a 1 an et demi, chaque échéance est ajoutée, le montant est augmenté d'autant, ou un paiement est intervenu diminuant le montant, il faut pouvoir modifier. Un dossier de réclamation de sinistre, vous pouvez avoir déposé le dossier sur la base d'une soumission, d'un estimé prévu du coût des travaux. Finalement, il en a coûté plus, il en a coûté moins, peu importe, vous devez ajuster. La soumission est devenue une facture avec une preuve de paiement. Bon, on peut décliner à l'infini ces mises à jour qui peuvent être utiles 30 jours avant l'audition. Les témoins donc que vous aurez identifiés auprès du greffe seront convoqués par le greffe à l'adresse que vous aurez fournie. Ça pourrait être une bonne pratique lorsque l'audition s'en vient, d'abord de contacter vos témoins pour vous assurer qu'ils ont bien reçu la convocation ou qu'ils sont toujours à la même adresse que vous avez donnée, de façon à ce qu'ils puissent recevoir la citation. Vous pouvez aussi, c'est un mécanisme qui n'est, à mon avis, pas assez utilisé par les parties pour éviter la présence des témoins. Vous pouvez remplacer le témoignage d'un témoin par une déclaration écrite de sa part. Donc, si pour une raison ou pour une autre, la personne ne peut pas être présente, vous pouvez lui demander de consigner son témoignage par écrit. Ça peut avoir une page, ça peut avoir 4 ou 5 paragraphes signé, la déclaration est signée et elle doit être déposée aussi au dossier de la Cour au moins 30 jours avant le procès. À ce moment-là, ça reporte le fardeau sur la partie adverse de déterminer si elle insiste pour que la personne soit présente, ce qui est peu fréquent en pratique. Évidemment, je pense qu'il faut privilégier ça pour des témoins plus accessoires. C'est pas pour le témoin principal qui voudrait se dispenser d'être présent pour présenter sa cause à la cour. C'est des témoins plus accessoires sur des faits plus périphériques, importants, mais pas l'ensemble de l'histoire. Je pense qu'il faut réserver ça plus pour ça. Une question que j'avais là-dessus, est-ce qu'on peut utiliser ce mécanisme de déclaration écrite pour un expert, par exemple? Tout à fait. Tout à fait, ça peut être utilisé pour l'expert. Alors, on voit régulièrement une déclaration écrite qui dit, en tant que témoignage d'expert, vous trouverez le document qui est ici joint. Donc, ça remplace, si vous voulez, son témoignage d'expert. J'ajouterais ce que Maître Lucas a dit que vous ne pouvez pas, si vous êtes l'une des parties au dossier, vous ne pouvez pas déposer une déclaration écrite pour remplacer votre propre témoignage. Les parties au litige doivent elles-mêmes venir témoigner. Il est possible que, pour une raison ou pour une autre, la date de procès ne vous convienne pas.
qu'il y ait une maladie, un accident qui survienne, à ce moment-là, vous pouvez toujours faire une demande de remise par écrit au greffe. Assurez-vous que votre demande de remise, si tel est le cas, soit pleinement justifiée. Si, par exemple, elle est fondée sur des considérations de santé, assurez-vous d'avoir un billet de votre médecin. Si votre demande de remise est fondée sur le fait que vous aviez déjà planifié un voyage à l'extérieur du pays avant de recevoir la convocation, joignez votre billet d'avion avec la date à laquelle vous l'avez acheté parce qu'on se rend compte que parfois des personnes reçoivent la convocation et s'achètent ensuite un billet d'avion, puis demandent une remise en disant qu'ils ne peuvent pas procéder. Ce genre de demande est généralement refusé par la Cour. Alors, on arrive maintenant à l'audition, qui est le moment le plus important. Ce que je peux vous dire par expérience, c'est que une audition, que ce soit la division des petites créances ou devant n'importe quel autre tribunal, un événement stressant. Vous allez être nerveux, vous allez être tendu. Et c'est pourquoi il faut faire le maximum de préparation avant l'audition pour faciliter le procès. À Montréal, les parties sont convoquées à 9 heures quand le dossier est fixé pour le matin et les parties sont convoquées à 13h30 lorsque les dossiers sont convoqués l'après-midi. Ce n'est pas l'heure à laquelle le procès commence, c'est l'heure à laquelle vous êtes convoqué. Le matin, les auditions commencent à 9h30 et l'après-midi, les auditions commencent à 14h. Pourquoi vous êtes convoqué avant? Vous devez savoir qu'au Palais de justice de Montréal, il y a des arches de sécurité que vous devez passer. Parfois, il y a un goulot d'étranglement, donc ça peut vous retarder. Et ça permet aussi de vous convoquer une demi-heure avant le début de l'audition. Ça permet aussi au greffier qui va être dans la salle d'audience de prendre vos coordonnées, de prendre votre nom, le nom de vos témoins, parce que toutes ces informations seront retranscrites dans le procès-verbal d'audience. Et c'est particulièrement utile lorsque les parties ont des noms difficiles à comprendre, par exemple des noms qui ont une origine autre que québécoise et qui ont 10, 15 ou 20 lettres. Parfois, si la partie se contente de prononcer son nom, c'est difficile de comprendre. Donc, c'est pourquoi d'arriver d'avance, ça permet au greffier de prendre toutes ces informations. Petite question encore. Bon, un cas de figure qu'on voit souvent dans les dossiers de sinistre est le suivant. Le syndicat poursuit tel copropriétaire pour les coûts dépensés pour le règlement du sinistre et dans le dossier intervient volontairement l'assureur du copropriétaire, de sorte qu'on se retrouve à l'audition avec quelque chose d'un petit peu débalancé qui va être le représentant du syndicat, le copropriétaire, mais surtout l'expert en sinistre de la compagnie d'assurance du copropriétaire, qui n'est pas avocat, mais qui a quand même certaines connaissances juridiques. Alors, on a quelques échos à ce sujet-là, et quelle est la position finalement de la Cour par rapport à ça? Je sais que c'est une question peut-être un peu piège, mais ça crée un certain débalancement de mon point de vue. Vous avez raison, Maître Lucas, c'est pas la seule circonstance. Par exemple, si vous décidez de poursuivre la ville de Montréal, comme d'autres villes dans la région de Montréal, ont des personnes qui ne font à toute fin pratique que ça, des auditions à la division des petites créances. Donc, des personnes qui sont des techniciens judiciaires, qui ont des connaissances juridiques. Et bien entendu, ça débalance un peu la position des parties. C'est pourquoi si vous n'avez pas de connaissances juridiques vous-même, il est très, très recommandé de consulter un avocat avant de vous présenter à la cour, de vous faire expliquer quelles sont les règles de droit qui s'appliquent, qu'est-ce que vous avez à démontrer au tribunal, de demander aussi à votre avocat de vous aider à trouver de la jurisprudence qui peut vous aider, de vous aider à identifier les dispositions de la loi qui s'appliquent à votre dossier pour que quand vous arrivez à l'audience, si vous avez face à vous quelqu'un qui a des connaissances juridiques, même s'il n'est pas avocat, fait que ça réduit le déséquilibre entre les parties.
Et pour ce qui est de la production des décisions de jurisprudence, alors bon, il y a divers sites qui existent, mais si vous êtes conseillé par un avocat, il saura vous guider. Mais est-ce que la partie doit prévoir d'apporter des copies pour l'autre partie ou uniquement une copie pour la cour ou de simples références aux décisions sont suffisantes? Comment ça peut fonctionner? L'idéal, évidemment, c'est que la partie arrive avec une copie pour le tribunal et une copie pour la partie adverse. C'est l'idéal. Vous devez savoir aussi que les audiences judiciaires sont publiques. Donc, il est possible qu'il y ait d'autres personnes dans la salle. Vous ne serez donc peut-être pas tout seul. Et le verso de ça, c'est que comme les audiences sont publiques, rien évidemment ne vous empêche, vous, en préparation pour votre procès, de vous présenter au palais de justice auparavant, quelques jours, quelques semaines auparavant, pour aller dans une salle de cours pour voir comment ça se passe devant une audition devant la division des petites créances. Donc, ça vous permettra de vous familiariser et de réduire encore un peu la tension que vous allez ressentir quand vous allez vous présenter au procès. Alors, une audition petite créance, c'est une audition un peu différente de ce qui se passe devant la division régulière de la Cour. C'est différent parce que la loi impose au juge un rôle particulier à la division des petites créances, précisément parce que les parties ne sont pas représentées par avocat. La loi exige que le juge, en début d'audition, explique aux parties le processus qui va se dérouler devant lui et explique aux parties, dans le fond, comment ça va se passer, quelles sont les règles qu'il va suivre. Donc, ça va commencer par une espèce de petit discours du juge qui va vous expliquer tout ça. Un des éléments dont le juge devrait vous faire part au cours de ce petit discours, c'est une notion extrêmement importante qui est la notion de fardeau de preuve. Alors, la loi prévoit que pour obtenir raison devant un tribunal, il faut satisfaire un certain fardeau de preuve. Donc, démontrer au tribunal que ce que l'on prétend est plus vraisemblable que ce que prétend la partie adverse. Alors, la loi prévoit que c'est la personne qui fait une réclamation à la Cour qui a le fardeau de preuve. Donc, le demandeur, c'est lui qui doit faire une preuve plus importante ou plus convaincante que son adversaire pour que le tribunal lui donne raison. S'il ne fait pas cette preuve, la loi prévoit que le tribunal doit rejeter sa réclamation. Si les deux parties font une preuve également convaincante, la règle va être la même. Le demandeur va perdre parce que c'est lui qui a le fardeau de démontrer que sa version est plus convaincante que celle de la partie adverse. Un autre piège aussi qu'on peut signaler pour les non-avertis, c'est ce qu'on appelle le oui-dire. Alors, normalement, vous ne pouvez pas rapporter les paroles de quelqu'un d'autre. Vous devez faire une preuve des faits que vous avez constatés vous-même. Alors, c'est souvent un piège qui est pas naturel pour un justiciable. Vous n'êtes pas forcément en connaissance de cette règle-là. Donc, il faut faire venir le témoin pertinent en complément de ce que vous allez dire vous-même. Donc, il faut bien choisir vos témoins en fonction de ça aussi. Alors, ça, le oui-dire, c'est un autre gros enjeu que vous pouvez avoir en vous représentant seul. Vous avez raison de le mentionner, Maître Lucas. C'est une notion qui n'est pas comprise de la même façon par tout le monde, le oui-dire. Effectivement, vous ne pouvez pas euh, rapporter les paroles de quelqu'un pour démontrer que ce qu'elle dit est vrai. Euh, vous pouvez cependant, ça, il y a une exception, vous pouvez cependant rapporter les paroles de la partie adverse. Le demandeur peut rapporter les paroles du défendeur et vice-versa. Ce n'est pas considéré comme du oui-dire. Si on veut rapporter les paroles d'un tiers à qui on a parlé, par exemple un représentant de la ville à qui on a demandé des informations, de rapporter ces paroles, ça va être considéré comme du oui-dire et le juge pourrait refuser cette partie du témoignage. Ou par exemple, dans un dossier de sinistre, rapporter les paroles d'un expert en sinistre qui est venu sur place et qui vous avait déclaré que, effectivement, il y a faute de mon assuré, par exemple. S'il n'est pas présent, vous aurez de la difficulté si ça n'est pas une partie. Alors, après avoir donné ces explications, le juge va expliquer comment ça va procéder. Alors, les règles prévoient que c'est le demandeur qui fait sa preuve en premier
et ensuite que c'est le défendeur qui fait sa preuve. Et généralement, le demandeur a le droit de répliquer à la défense. Le, le- donc, le demandeur va témoigner, il va faire entendre ses témoins, et ensuite, c'est le défendeur qui va faire la même chose et le demandeur va répliquer. Une particularité du processus qui se déroule devant les petites créances, c'est que c'est le juge qui pose des questions aux témoins et aux parties. Donc, devant la division régulière ou devant la Cour supérieure, ce sont les avocats qui posent des questions aux témoins et le juge écoute et prend des notes. Parfois, il intervient pour avoir des précisions. À la division des petites créances, c'est différent. Le juge fait tout le travail. Donc, c'est encore plus important qu'il ait bien compris le dossier et donc que votre dossier soit clair, que tous les documents soient là pour qu'il puisse poser les bonnes questions à vous, à vos témoins et à la partie adverse. Devant les tribunaux québécois, les personnes peuvent témoigner en français ou en anglais. Il arrive souvent, particulièrement dans le district de Montréal, que des personnes témoignent dans une autre langue et le greffe fournit un interprète dans les divisions, devant la division des petites créances lorsque le témoin ne comprend ni l'anglais ni le français. Le tribunal va aussi demander, dans la plupart des cas, que les personnes qui témoignent en l'absence les unes des autres. Donc, si vous arrivez à la cour avec deux témoins, généralement, le juge va demander à vos témoins de sortir de la salle d'audience et d'aller dans le corridor et en leur indiquant qu'ils vont être appelés quand ça va être leur tour de témoigner. Pourquoi cette règle-là? C'est pour s'assurer que les témoins n'entendent pas ce qui est déjà dit, et donc pour s'assurer qu'ils donnent un témoignage le plus fidèle et le plus exact possible selon leurs souvenirs des faits. Alors avec le développement aussi technologique, il y a beaucoup d'audiences qui se tiennent en tout ou partie de manière virtuelle. Alors ça aussi, ça pose des enjeux pour des témoins. Par exemple, on voit j'imagine que c'est la même chose dans les petites créances, mais en arbitrage, on voit souvent ça, des gens qui sont côte à côte, qui vont se souffler les réponses. Alors, évidemment, il y a un certain décorum à avoir. On peut pas faire ça de n'importe où. Il faut une autorisation, j'imagine, de la cour. Puis ensuite, on peut pas témoigner, on peut pas souffler les réponses à la personne qui témoigne, même si on en aurait très envie. Alors, il y a certaines règles à respecter aussi de ce côté-là. Oui, j'allais justement en parler. Donc, la règle, c'est que les personnes témoignent à l'audience en présence du juge. Il est possible que le témoignage se fasse par visioconférence, mais vous devez d'abord, dans les jours qui précèdent le procès, demander l'autorisation du tribunal. Vous ne pouvez pas décider unilatéralement qu'une personne va témoigner par visioconférence. Vous devez donc faire la demande et vous devez donner une justification pourquoi la personne ne devrait pas être tenue de venir en personne au palais de justice pour témoigner. Ça peut être le cas si, par exemple, la personne habite un lieu éloigné dans une autre ville. Ça peut être le cas aussi si son témoignage est prévu pour durer 2, 3 minutes et que ce serait disproportionné qu'elle se déplace pour ça. Et vous devez fournir une justification au tribunal pour la visioconférence. Vous devez savoir aussi que la visioconférence est un instrument extrêmement utile qu'on a commencé à utiliser à la Cour, surtout durant la pandémie, mais qui a ses limites certaines parce que il arrive souvent que la connexion Internet soit mauvaise, il arrive souvent que l'image soit figée, euh, il arrive que l'image coupe tout simplement, et un témoignage par visioconférence, comme le disait Maître Lucas, ne permet pas au tribunal de vérifier qu'il n'y a personne dans la salle où se trouve la personne qui témoigne, personne qui lui souffre les réponses. Ça ne permet pas non plus au tribunal de savoir qu'est-ce que la personne a sous les yeux. Est-ce qu'elle donne vraiment son témoignage ou si elle est en train de lire ou de consulter des documents. Donc, il est préférable que la personne se déplace. Il arrive souvent, malheureusement trop souvent aussi dans les auditions à la division des petites créances, que l'une des deux parties ne se présente pas. Il peut y avoir plein de raisons pour ça. La personne peut avoir eu un accident, elle peut être malade, elle peut ne pas avoir reçu l'avis de convocation. Par exemple, si elle a déménagé sans donner ses nouvelles coordonnées.
Alors, que se passe-t-il quand l'une des deux parties n'est pas là? Bien, le juge a une décision à prendre. Est-ce qu'il entend quand même la personne qui est devant lui ou est-ce qu'il remet le procès à une autre date en demandant au greffe d'envoyer un nouvel avis de convocation aux deux parties? Il est probable que le juge va consulter la partie qui est présente sur les lieux pour savoir qu'est-ce qu'elle préfère. Si c'est le demandeur qui est présent et le défendeur qui est absent, et que le demandeur insiste pour procéder, le juge peut choisir effectivement de l'entendre et de rendre un jugement sur la base de la preuve qui va être faite. Bien entendu, si le défendeur a une raison valable de ne pas être là, par exemple, comme je le disais, s'il a été pris dans un accident automobile, ben, il pourra demander que le jugement soit rétracté par la suite. Si c'est le demandeur qui n'est pas là, mais que le défendeur est présent et qu'il insiste pour procéder, le tribunal pourra décider tout simplement de rejeter la réclamation contre le défendeur parce que le demandeur n'est pas là pour présenter sa preuve. Donc, d'où l'importance de s'assurer toujours que le tribunal soit en mesure de vous rejoindre pour vous transmettre les avis de convocation. Alors, on arrive maintenant à la dernière étape, qui est l'étape du jugement. Alors, une fois que le juge a entendu toute la preuve, qu'il a entendu tout ce que les parties avaient à lui dire, à lui remettre comme document, il est rendu à l'étape du jugement. Alors, il est possible que le jugement soit rendu à l'audience, directement en présence des parties. Il est aussi possible que le juge, ce qui est le cas le plus souvent, que le juge prenne le dossier en délibéré. Qu'est-ce que ça veut dire en délibéré? Ça veut dire que le juge va prendre le temps de reviser le dossier, de reviser les témoignages, de réfléchir au dossier, s'assurer d'arriver à une solution la plus juste possible et la plus conforme au droit, et qu'il va mettre son jugement par écrit, et le jugement va ensuite être transmis aux parties. Pour les dossiers, la division des petites créances, la loi prévoit que le juge qui prend le dossier en délibéré a un délai de 4 mois maximum pour rendre son jugement. Le juge choisit lui-même la langue dans laquelle il rend son jugement, donc le français ou l'anglais. Vous devez savoir que la Charte de la langue française vous autorise, si vous êtes un anglophone, à obtenir un anglophone ou à obtenir une traduction du jugement qui serait rendu en français. Et la même chose si vous êtes un francophone, d'obtenir une traduction sans frais du jugement qui serait rendu en anglais. La loi prévoit que les jugements qui sont rendus à la division des petites créances sont finales. Donc, il n'y a pas d'appel, c'est fini. Vous ne pouvez pas porter en appel. Vous ne pouvez pas non plus demander à la Cour supérieure de réviser, de casser le jugement, sauf si le juge s'est prononcé en dehors de la compétence de la Cour des petites créances. La seule chose que vous pouvez faire par rapport à un jugement rendu par la division des petites créances, c'est demander la rétractation du jugement. Alors, les rétractations de jugement sont très, très fréquentes à la division des petites créances. C'est souvent le cas lorsque les parties n'ont pas reçu la convocation, donc ils n'étaient pas au courant que le procès avait lieu, que le jugement a été rendu en leur absence. Parfois aussi, il y a des demandes de rétractation qui sont fondées sur le fait que le juge aurait mal interprété la preuve, mal compris le sens des documents. Généralement, ce ne sont pas des motifs valables de rétractation. Donc, la loi, le Code de procédure civile prévoit les motifs de rétractation. Si vous pensez que vous y avez droit, je vous invite à consulter un avocat pour le savoir. Si vous pensez que le jugement rendu contre vous doit être rétracté, vous devez savoir que la loi vous impose de présenter votre demande de rétractation dans un délai de 30 jours de la connaissance que vous avez du jugement et vous ne pouvez plus le faire s'il s'est écoulé plus de 6 mois depuis que le jugement a été rendu. Alors, le jugement va vous être communiqué par le greffier, par écrit. Et pour ce qui est de l'exécution du jugement, donc si le jugement a été rendu, condamne une personne à payer un montant d'argent, eh bien le greffe pourra vous assister pour procéder à l'exécution du jugement, c'est-à-dire pour forcer la personne qui a été condamnée à vous payer les sommes qui vous sont dues.
Parfait, ça fait le tour du déroulement d'une procédure. On a un petit peu débordé de notre temps, mais c'était très intéressant.